Pas du volontarisme. Une rencontre. Voilà, une rencontre. Je préférais le mot rencontre, mais c'est ça. C'est une rencontre, c'est une découverte. Mais c'est pas une intentionnalité, une intention, tu l'as dit là, ni une intentionnalité au sens justement sartrien quand il parle de l'intentionnalité au niveau de la conscience. Parce que là, on est encore dans l'inter, quoi. Dans l'intersubjectivité. Parce que l'intentionnalité, il apprend chez Husserl, et l'intentionnalité, c'est l'intersubjectivité. C'est le fait que la subjectivité, c'est son projet, quoi, se projette à l'extérieur. Alors que justement chez Bachelard, ça serait plutôt quand la transsubjectivité, ce qu'il appelle la transsubjectivité, c'est quand au contraire, c'est quand le réel rentre dans la subjectivité. Donc on est vraiment dans un projet contraire à Sartre. Bien que le projet de Sartre n'est pas négatif, n'est pas au contraire. J'ai noté des marches, au contraire. J'ai dit que Sartre était la première marche, on va dire. La première marche étant peut-être même Descartes, après c'est Husserl, après c'est Sartre, après il y a eu Deleuze, après effectivement il y a Bachelard, et voilà. Ce sont des marches pour moi vers une sorte d'évolution de pensée, mais sans renier, sans renier les philosophes qui nous ont fait monter d'un cran. Même si on est bien obligé de reconnaître voilà, certaines limites, mais ce n'est pas une limite négative, critique. Vous savez qui, excuse-moi si je t'interromps, parce que là, il faudrait malgré tout, peut-être résumer de façon à ce que l'auditoire ne soit pas rigoureusement, je dois le dire, perdu, égaré, et sache de quoi il s'agit. Je fixe toujours les Chinois, c'est pour ça que les Chinois sont en quelque sorte mon critérium et constituent ma boussole, comme le dit Fourier, ma boussole d'harmonie, c'est-à-dire si je vois un éclair de compréhension dans leur regard ou dans leur attitude, je me dis, on est arrivé à exprimer quelque chose d'une façon claire. Alors je ne le vois pas, malheureusement. Je crains que l'on ne sache pas trop de quoi il s'agit, je le dois le dire franchement, parce que tu as commencé par poser le problème subjectivité hors sujet, bon, expression intéressante, que l'on peut admettre, puisque de toute façon tu dis que tu l'as emprunté à un article que moi j'ai titré sur Félix Guattari. Il aurait peut-être fallu mieux expliciter et peut-être plus simplement de quoi il s'agissait très précisément. Tu l'as pas fait là, tu l'as pas fait assez. De quoi il s'agissait très précisément? Quand Félix dit ça, il veut dire la subjectivité, ce n'est pas le cogito. Tu l'as dit. Non, tu l'as dit, là, excuse-moi, là je serais injuste si tu disais que tu l'avais pas dit. Tu l'as dit et écrit. La subjectivité, ce n'est pas simplement le je pense cartésien ou le je pense qui prétendument accompagne toute ma représentation chez Kant. Ce n'est pas simplement un sujet grammatical et quelque chose qui est simplement pensé, mais c'est quelque chose qui dépasse, justement, déborde considérablement cette concentration, en quelque sorte, dans ce point qui, à la limite, devient quasiment évanescent, d'un je pense, bien que Descartes en fasse une substance, mais dire je suis une substance pensante, là c'est une inférence de la part de Kant qui est un peu excessive et qui même n'a pas été acceptée par ses contemporains. Par exemple, Spinoza, que tu cites, qui n'a jamais accepté de dire que je suis une substance, ni simplement une substance pensante, parce que je ne me concentre pas uniquement dans le corps. De toute façon, le corps n'est pas non plus une substance. Il n'y a qu'une substance, et je ne suis pas une substance du tout.
de sorte que je suis une modalité. Je suis une modalité dans la nature, une modalité dans l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quelque chose qui est un événement, quelque chose qui se passe, quelque chose qui arrive, mais quand j'essaie de m'approfondir, je ne sais pas très précisément ce que je suis, ni même si je suis. Cette problématisation du sujet, par conséquent, est quelque chose qui est peut-être banal, mais qui mérite quand même d'être rappelé à chaque fois. Et ce qui donnera chez Félix, pour simplifier et être plus net, et en reprenant des expressions de Foucault, qui a abordé ce problème par d'autres bords, mais qui a conclu dans un sens à peu près identique. Il n'y a pas de sujet, il n'y a que des processus de subjectivation. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance, je ne suis pas quelque chose d'identique à quelque chose qui serait possesseur de ses pensées, possesseur de ses impressions. Il y a des choses qui m'arrivent, que je m'approprie, que j'intériorise, dans le sens où le sujet, la subjectivité, qu'est-ce que c'est? C'est l'intériorisation. Qu'est-ce que c'est que l'intériorisation? C'est-à-dire quelque chose de très difficile à dire, parce que ça peut s'expérimenter. Pour le définir, c'est extrêmement difficile. C'est pas un intérieur comme une boîte, c'est quelque chose qui est adhérent, c'est-à-dire immanent, c'est-à-dire quelque chose où il n'y a plus de différence entre ce que je pense et ce qui est pensé, entre ce que je dis ressentir et ce qui est ressenti. Atteindre ce degré d'intimité avec soi est quelque chose de délicat et d'extrêmement difficile. Mais je peux le voir, je peux l'aborder non pas à partir de moi, mais de l'extérieur. Par exemple, lorsqu'il y a un bruit extrêmement terrifiant et très fort, je suis pénétré par ce bruit, je deviens ce bruit, et en définitive, je disparais presque dans les vibrations qui sont ce bruit. Mais, ou alors des choses plus complexes, lorsque j'écoute de la musique, par exemple, cette musique pénètre la subjectivité, devient en quelque sorte mon sujet, et la subjectivité ne m'appartient pas à moi. Elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien effectivement hors sujet, bien que ce soit pris dans un processus de subjectivation. On peut faire des expériences depuis la sensibilité la plus élémentaire, comme celle qui se résoudrait dans une impression sensible ou tonale, comme par exemple le bruit, ou alors la faire également pour des choses infiniment plus complexes, lorsque ma subjectivité se trouve tout entière façonnée et pénétrée par les idées que je reçois de l'extérieur, et où je ressens, je pense, avec telle et telle émission de radio, tel et tel journal, tel et tel homme qui me parle, etc. Donc on voit que les processus de subjectivation sont à l'extérieur du sujet, mais ils ne viennent pas du sujet. Donc tout ça c'est hors sujet. Ce sujet lui-même n'est quasiment rien du tout. Déjà d'ailleurs, en dehors de Félix et en dehors de ce qu'il va représenter justement dans ce domaine, le structuralisme avait découvert cela, c'est-à-dire le sujet n'existe pas. Le sujet c'est une place vide dans un ensemble qui l'entoure et le détermine. C'est pour ça que tu as eu raison, par exemple, de chercher des structures dans lesquelles le sujet se détermine. L'hospitalité en est une. Et la structure de l'hospitalité se détermine de telle façon que c'est dans le cadre de ces jeux entre celui qui reçoit, celui qui est reçu, qu'un sujet se constitue, qui sera un sujet du droit, qui sera un sujet d'humaniste ou d'humanité, qui se traduit également dans un complexe que la linguistique, à travers les études de Benveniste, a bien mis en place, lorsqu'il a, pour schématiser le tout, montré quelle était la relation fondamentale qu'il pouvait y avoir autour de la racine indo-européenne de l'os
qui est l'autre qui est hospèce, et d'autre part, celui qui est un ennemi, qui est hostis, pour prendre les expressions latines, mais qui se retrouve en tant que racine dans énormément de langues autres que le latin. Or ce jeu entre l'hospèce et l'hospice va être un processus, va déterminer structurellement un processus de subjectivation qui va faire jaillir cette hôte à deux faces qui, dans les langues d'origine latine, mais d'autres également, peut-être pas partout, c'est pour ça que le problème de l'universalité de cela est un problème qui, lui, alors est un vrai problème philosophique et sur lequel on pourrait passer centrer la question, comment se déterminent ces processus de subjectivité à travers les différentes langues et à travers les différentes cultures. Dans les langues et les cultures indo-européennes, il y a une réversibilité que l'on peut découvrir autour du français hôte qui désignera aussi bien celui qui reçoit que je marque par plus et que celui qui est reçu. C'est-à-dire en français, on dira je suis l'hôte de quelqu'un, c'est-à-dire je le reçois, et je suis l'hôte de quelqu'un, ça veut dire je suis son invité. Il n'y a pas de possibilité, dans certains cas, sauf dans le contexte, lorsqu'on étudie le contexte, de déterminer quel est l'un et l'autre. Donc il y a des phénomènes de réversibilité dans lesquels le rapport, dans cette structure, le rapport intersubjectif, mais qui est antérieur à la constitution des sujets. Donc intersubjectif ne traduit pas exactement la chose, dans lequel le rapport intersubjectif se constitue. C'est pourquoi l'analyse purement phénoménologique qui prend comme point de départ des sujets tout faits et étudie la façon dont ces sujets se rencontrent est quelque chose de secondaire, de peut-être artificiel par rapport au processus réel, au processus à la fois historique, sociologique, dans lesquels ces subjectivations s'accomplissent. Il y a également, on peut prendre, tout le monde ne l'a pas fait, peut-être que personne ne l'a fait sauf moi-même, on peut prendre également l'analyse passionnelle que fait Fourier comme la même chose, comme étant une manière, ce qui n'est pas du tout exprimé par Fourier de cette façon, puisque lui-même ne s'est pas préoccupé du tout de faire de la philosophie ni de la psychologie, mais on peut l'interpréter ainsi que le cadre des 12 passions qui encerclent le noyau central, qui est l'indéterminé de ce qu'il appelle le pivot égoïste qui est celui du moi, constitue cet ensemble de structures qui sont des structures qui sont précisément un peu comme tu le dis, des structures transductives qui déterminent des relations de groupe et qui ne viennent pas du tout de sujets déterminés. Les passions qui sont, je le rappelle, les passions sensuelles, ou sensitives, anémiques, qui se répartissent elles-mêmes entre passions de groupe et passions de série. Et qui converge vers quelque chose qui est le pivot, et qui est un moi ou un sujet qui n'est constitué que de ces relations transductives qui font que l'individu va se déterminer par la manière dont il est en relation passionnelle avec les autres. Donc on voit là aussi quelque chose qui est un mode concret, précis, de déterminer une subjectivation qui va se produire hors sujet.
Là, on voit un petit peu ce que ça veut dire, et si l'on prend du point de vue collectif, par exemple, tel que Félix en donne quelques exemples dans la osmose, ces subjectivations hors sujet dans le monde contemporain sont essentiellement, il a été sensible à cela surtout, orientés vers ce qu'il appelle des paradigmes, qui sont un petit peu la même chose d'ailleurs que des structures, mais qui remplacent cette notion de structure qui est refusée par la terminologie guattarienne et deleuzienne, comme on le sait depuis l'anti-Oedipe, qui serait plutôt remplacée par la notion d'agencement ou la notion d'agencement machinique. Or, ces paradigmes sont essentiellement des paradigmes, par exemple, écologiques, paradigmes esthétiques, paradigmes musicaux, à travers lesquels les individus contemporains forment leur subjectivité, c'est-à-dire entrent dans des processus de subjectivation qui font que quelqu'un est plutôt musicien, un autre plutôt poète, plutôt artiste plastique, plutôt sportif, etc. Donc c'est ça que ça veut dire, la subjectivité hors sujet. Ça veut dire la subjectivité est partout, sauf dans moi. Elle est partout, elle est dans le milieu. Ce qui est subjectif, c'est le milieu. Et c'est ça qui, tout à coup, va s'intérioriser, comme selon l'expression deleuzienne, va se plisser pour constituer ces creux de subjectivité qui, en eux-mêmes, sont rien du tout, puisqu'ils peuvent se vider, ils peuvent s'anéantir. Dans la critique, dans la crise du sujet, ce n'est pas tellement la réflexion théorique pure, vous le savez fort bien, qui a été importante, c'est la pathologie du sujet. À partir du moment où on a constitué le sujet comme tel, on a cru, et c'est à l'époque d'Espirol, par exemple, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on a cru qu'il allait suffire d'une éducation philosophique, cartésienne, morale, pour guérir les fous, ce qui était complètement faux, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond dans cette structuration du sujet, dans sa pathologie, dans les dissociations qui ont fait l'objet d'études multiples au XIXe siècle, et dont la Passade avait donné des exemples très intéressants, en particulier dans son étude des différents cas de dissociation adolescente. C'est apparu jusqu'à nous d'ailleurs, où cette dissociation du sujet, je est un autre, le fait que le sujet n'existe pas en lui-même, donc tout ça c'est fait du point de vue de l'extériorité, de la subjectivité ou de la subjectivation qu'il faut prendre comme une puissance, une force, et qui encore une fois se trouve dans le milieu dès l'enfance, permanent dans l'existence d'ailleurs, et qui constitue en quelque sorte le sujet. Le sujet se constitue dans ce champ, mais ce n'est pas lui qui le constitue. L'erreur d'une interprétation phénoménologique malsonnante d'ailleurs, parce que progressivement ce n'est pas celle de Husserl, puisque comme l'a montré Merleau-Ponty, qui est assez proche de cela, Husserl s'est aperçu peut-être de l'erreur qu'il y avait à concevoir le sujet transcendantal comme étant constituant. C'est lui qui va se constituer dans un champ d'immanence qui est ce qu'il appelle le Lebenswelt, c'est-à-dire le monde de la vie, qui est quelque chose de différent, de tout à fait différent de ce qu'est le vécu qui est en quelque sorte la phénoménalité, le phénomène transparent et affleurant et de cette vie, mais qui trouve ses racines très profondes dans ce qu'est quelque chose d'autre et qui lui est source de subjectivité. Voilà, une certaine limite, mais
Mais c'est pas une limite négative, critique. Vous savez qui, excuse-moi si je t'interromps, parce que là, il faudrait malgré tout, peut-être résumer de façon à ce que l'auditoire ne soit pas rigoureusement. Descartes, après c'est Husserl, après c'est Sartre, après il y a eu Deleuze, après effectivement il y a Bachelard, et voilà. Ce sont des marches pour moi vers une sorte d'évolution de pensée, mais sans renier. Sans renier les philosophes qui nous ont fait monter d'un cran. Même si on est bien obligé de reconnaître. Pas du volontarisme. Une rencontre. Voilà, une rencontre. Je préférais le mot rencontre. C'est une rencontre, c'est une découverte. Mais c'est pas une intentionnalité, une intention, tu l'as dit là, ni une intentionnalité au sens justement sartrien, quand il parle de l'intentionnalité au niveau de la conscience. Parce que là, on est encore dans ce qu'il appelle la transsubjectivité, c'est quand au contraire, c'est quand le réel rentre dans la subjectivité. Donc on est vraiment dans un projet contraire à Sartre. Bien que le projet de Sartre n'est pas négatif, n'est pas au contraire. J'ai noté des marches, au contraire. J'ai dit que Sartre était la première marche, on va dire. La première marche étant peut-être même dans l'inter, quoi. Dans l'intersubjectivité, parce que l'intentionnalité, il apprend chez Husserl, et l'intentionnalité, c'est l'intersubjectivité. C'est le fait que la subjectivité, c'est son projet, quoi, se projette à l'extérieur. Alors que justement, chez Bachelard, ça serait plutôt quand la transsubjectivité